Pour un adulte curieux avec un palais diversifié, choisir une cuisine préférée, sans parler d'un seul plat favori, pourrait s'avérer un défi de taille. Choisir le tout dernier plat que vous mangerez de votre vie est encore plus difficile. Allez-vous vous faire plaisir avec des Big Mac ou opter pour quelque chose de plus raffiné, ou bien les deux? Eh bien, aujourd'hui, nous allons passer en revue certaines des demandes de derniers repas les plus étranges et les plus élaborées dans le couloir de la mort. Mais d'abord, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne Weird History. Ensuite, descendez dans les commentaires et dites-nous quels autres menus macabres vous aimeriez découvrir. Passons à la suite. Très bien, repas du condamné. En septembre 1995, Denny Wayne Bagwell et sa petite amie Victoria Walford sont allés chez sa mère dans le comté de Wilson, au Texas, dans l'espoir d'emprunter de l'argent. Pendant que Walford se reposait dans une petite caravane sur la propriété, Bagwell est entré dans la maison et ce qui s'est passé ensuite s'est transformé en carnage. Bagwell a été reconnu coupable d'avoir tué 4 personnes, dont sa mère et un jeune enfant, et a ensuite été condamné pour un 5e meurtre sans lien qui a eu lieu dans un bar où il travaillait. Néanmoins, il a maintenu son innocence jusqu'à la fin de sa vie, déclarant aux journalistes qu'ils allaient exécuter un homme innocent la veille de son exécution en 2005. Pour son dernier repas, Bagwell a consommé un festin énorme comprenant un steak, du poulet frit, des côtes de porc barbecue, une douzaine d'œufs brouillés avec des oignons, pommes de terre sautées avec des oignons, rondelles d'oignons, bacon, tomates tranchées, 2 hamburgers garnis de nombreux accompagnements et une salade avec une sauce ranch. Il y avait aussi une tarte à la pêche en dessert, accompagnée de lait, de café et de thé glacé sucré à boire. Ouais, il ne comptait pas les calories à ce moment-là. En 2011, le vagabond et trafiquant de drogue Stephen Michel Woods Jr. a été exécuté par l'État du Texas. Pour le double meurtre de Ronald Whitehead, 21 ans, et Bettina Bra, 19 ans, le duo a été retrouvé près d'un terrain de golf dans le comté de Denton en 2001. Woods a maintenu son innocence jusqu'à la fin de sa vie, bien qu'il ait reconnu avoir été présent lorsque Whitehead et Brass ont été attaqués. Il a insisté sur le fait que c'était en réalité son ami, Marcus Rhodes, qui était responsable de leur mort. Pour son dernier repas, Jones a fait une combinaison élaborée et copieuse de demandes. Cela comprenait des tranches de bacon, une grande pizza garnie de plus de bacon, ainsi que de la saucisse, du pepperoni et des hamburgers individuels surmontés de bacon supplémentaire. Des filets de poulet frit, un steak pané à la texane, de l'ail, des bâtonnets de pain et de la glace. Pour accompagner le tout, il a demandé du Mountain Dew, du Pepsi, de la root beer et du thé sucré et probablement quelques Toms. Si tes parents vérifiaient toujours tes bonbons d'Halloween pour y trouver des lames de rasoir, tu peux remercier Ronald Clark O'Brien pour cela. En 1974, il a empoisonné son fils de 8 ans, Timothy, avec un tube de Pixie Sticks qu'il avait contaminé avec du cyanure de potassium. Pour tenter de dissimuler le crime, O'Brien a également donné les bonbons empoisonnés à sa fille et à 3 autres enfants, mais heureusement, aucun d'eux ne les a mangés. O'Brien espérait toucher une assurance vie afin de l'aider à régler plus de 100 000 $ de dettes impayées. Il a tenté de faire croire que les enfants avaient reçu des bonbons empoisonnés d'un voisin inconnu lors du porte-à-porte d'Halloween. Une fois que la police a découvert ses dettes importantes et le fait qu'il avait souscrit des assurances-vie sur ses jeunes enfants, ils ont désigné un suspect principal. Des chimistes proches d'O'Brien ont confirmé qu'il leur avait demandé comment obtenir du cyanure et quelle dose était mortelle pour l'homme. Son plan tordu est devenu difficile à nier. En 1975, un jury n'a mis que 46 minutes à déclarer O'Brien coupable. Et sa sentence a été exécutée par injection létale en 1984. Pour son dernier repas, O'Brien n'a demandé aucun bonbon d'Halloween. À la place, il a choisi un steak T-bone cuit à point, des frites épaisses avec du ketchup, du maïs en grains entiers, des petits pois sucrés, une salade avec de la laitue, de la tomate, un œuf et de la sauce française, des crackers salés, des petits pains, une tarte Boston Cream et du thé glacé à boire. Le thé glacé est un choix étrangement populaire. La condamnation à mort de Thomas J. Grasso en 1995 a été un effort conjoint de l'État de l'Oklahoma et de l'État de New York. La veille de Noël 1990, Grasso a tué Hilda Johnson, âgée de 87 ans, à Tulsa lors d'un cambriolage. Ensuite, en juillet 1991, il a tué Leslie Holtz, son voisin de 81 ans,
dans une pension de famille à New York. Grasso a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie par l'État de New York, puis transféré en Oklahoma, où il a plaidé coupable de meurtre et a été condamné à mort. Cela a déclenché une bataille juridique entre les deux États, New York gardant Grasso en prison et l'Oklahoma attendant en coulisses pour l'exécuter. L'affaire est devenue un sujet brûlant lors de la course au poste de gouverneur de New York en 1994, le candidat George Pataki faisant du sort de Grasso l'une de ses principales promesses de campagne. Pataki a remporté l'élection. 11 jours après son arrivée, Grasso a été envoyé en Oklahoma pour attendre dans le couloir de la mort. Pour son dernier repas, Grasso a eu 2 douzaines de moules vapeur, 2 douzaines de palourdes vapeur, un double cheeseburger de Burger King, une demi-douzaine de côtes levées barbecue, 2 milkshakes à la fraise et une demi-tarte à la citrouille avec crème fouettée et fraises andées sur le dessus. Pourquoi ne pas demander la tarte entière? Mais un dernier élément a fait polémique. Grasso a reçu une boîte de 450 grammes de spaghettis et boulettes de viande qui ont été servies à température ambiante. Pourtant, dans sa dernière déclaration aux journalistes, quelques heures avant la fin de sa vie, le condamné a dit « Je n'ai pas eu mes spaghettios, j'ai eu des spaghettis. Je veux que la presse le sache. » En 1981, Marion Elbert Pruitt a ôté la vie à 5 personnes en une seule année lors d'une folie meurtrière à travers 4 États, y compris sa femme de fête et 3 employés de supérette. Pruitt a commis tous ces crimes sous le pseudonyme de Charles Sonny Pearson parce qu'il était dans le programme fédéral de protection des témoins depuis 1979. Au procès, Pruitt s'est comparé à un chien enragé et a partiellement expliqué sa perte de contrôle par une consommation hebdomadaire de cocaïne à 1 000 $. Pruitt avait d'abord demandé un canard rôti pour son dernier repas, mais la prison, ne pouvant pas le préparer, a aussi refusé son plat de substitution. Il s'est finalement contenté d'une assiette composée d'aubergines frites, de courges frites et de gombo frit, accompagné de quelques plats de restauration rapide qu'il appréciait. 4 Whoppers de Burger King avec des frites et une pizza à croûte farcie de Pizza Hut. Le repas a été servi avec 3 bouteilles de 2 litres de Pepsi et le tout s'est terminé par une tarte aux pacanes entière. Thomas Grasso aurait pu y apprendre quelque chose. En 1984, l'avocat George Crooks s'est rendu à l'appartement de Robert Dale Conklin, un homme avec qui il sortait de façon informelle. Mais cette nuit-là, tout a basculé violemment. 2 jours plus tard, un agent d'entretien fouillant les bennes à ordures de l'immeuble a découvert des restes humains entassés dans des sacs poubelles noirs. Une fouille minutieuse de la benne à ordures par les autorités a aussi révélé des couteaux, des vêtements et de la literie ensanglantée, des tournevis, une corde, ainsi qu'un portefeuille, des cartes de crédit et d'autres effets personnels de George Crooks. La police a aussi découvert dans la chambre de Conklin un livre expliquant comment découper et éliminer un corps, au cas où leurs soupçons n'étaient pas encore totalement éveillés. Conklin a opté pour une cuisine plus raffinée que la plupart des détenus de notre liste pour son dernier repas. Il a demandé filet mignon enveloppé de bacon, crevettes sautées à l'ail, beurre au citron, une pomme de terre au four avec toutes les garnitures, un épi de maïs, des asperges avec sauce hollandaise, du pain français avec du beurre, du fromage de chèvre, du cantaloupe, une tarte aux pommes avec glace à la vanille et bien sûr du thé glacé à boire. Ronnie Lee Gardner a été arrêté pour avoir mortellement tiré sur le barman de 37 ans, Melvin John Otterstrom, lors d'un braquage à Salt Lake City, dans l'Utah. Mais sa série de crimes ne s'est pas arrêtée là. Alors qu'il était transféré à une audience au tribunal, il a tenté de s'évader et a mortellement tiré sur l'avocat de 36 ans, Michael Burdell, avec un pistolet qu'il avait introduit en contrebande. Gardner a été reconnu coupable des 2 meurtres. Condamné à perpétuité pour le meurtre d'Otterstrom, il a reçu la peine de mort pour celui de Burdell. Lorsque sa sentence a été exécutée en 2010, Gardner est devenu le premier Américain à être exécuté par un peloton d'exécution depuis 14 ans. La famille du défunt, Michael Burdell, a en fait déposé un recours juridique au nom de Gardner, car Burdell était un pacifiste opposé à la peine de mort. Néanmoins, l'État a poursuivi ses plans. Gardner a pris un dernier repas relativement modeste 48 heures avant son exécution, composé de steak, queue de homard, tarte aux pommes, glace à la vanille et 7-up. C'est ce qu'il a fait ensuite qui était inhabituel. Gardner a jeûné pour le reste de son temps sur Terre, lisant le roman policier de David Baldacci, Justice divine,
et regardant la trilogie cinématographique Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. En juin 1988, James Byrd Jr. a été brutalement attaqué par 3 suprémacistes blancs dans un crime notoire qui a fait la une des journaux nationaux. Et cela a contribué à inspirer la loi fédérale historique de 2009 sur les crimes haineux, la Matthew Shepard et James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act. L'un des 3 auteurs, Sean Berry, a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans l'attaque. Les 2 autres, John King et Lawrence Brewer, ont tous 2 été exécutés par l'État du Texas. Brewer en 2011 et King en 2019. La dernière demande de repas de Brewer était extraordinairement élaborée, comprenant 2 steaks panés à la texane avec de la sauce et des oignons émincés. Triple cheeseburger, omelette au fromage avec bœuf, tomates, oignons, poivrons, jalapenos et gombo frit au ketchup. Une livre de différentes viandes barbecue servie avec une demi-miche de pain blanc. 3 fajitas garnis à ras-bord, une pizza pour amateurs de viande. Une plaque de fudge au beurre de cacahuète avec des cacahuètes concassées sur le dessus, une pinte de glace à la vanille Bluebell et 3 root beers. Cependant, une fois que le festin extravagant est arrivé, Brewer a annoncé qu'il n'avait pas faim et ne pouvait pas manger. Toute la nourriture a été jetée. Donc, en plus d'être un criminel particulièrement vicieux, Brewer était aussi un troll. Le sénateur de l'État John Whitmire était tellement indigné par ce festin gaspillé qu'il a officiellement demandé à l'État de cesser complètement de prendre les demandes de dernier repas. Le directeur exécutif des prisons du Texas a accepté de mettre fin définitivement à cette pratique, faisant du dernier repas jamais consommé de Brewer un véritable dernier repas dans tous les sens du terme. Imaginez que vous sachiez que le prochain repas que vous commanderez serait le dernier de votre vie et que vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Choisiriez-vous votre plat réconfortant préféré ou tenteriez-vous un mets raffiné et coûteux? Si vous manquez d'idées, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons découvrir les repas les plus élaborés de l'histoire du couloir de la mort. D'accord, une vidéo sur la nourriture des condamnés à mort arrive maintenant. John Wayne Gacy était le clown le plus effrayant de tous les temps, qui a quitté cette terre le 10 mai 1994. Si les clowns vous effraient, mieux vaut éviter cette partie. Parce qu'avant d'être arrêté, Gacy était connu pour se produire lors d'événements caritatifs sous les noms de Ogo le Clown et Patch le Clown. Ce clown en particulier est connu pour avoir agressé ou mis fin à la vie de jeunes hommes qu'il attirait chez lui. Il a finalement été arrêté en décembre 1978 et sa peine a été l'injection létale, à laquelle il a été condamné en mars 1980. Il passera le reste de sa vie au centre correctionnel de Menard, où l'on dit qu'il a passé beaucoup de temps à peindre. Le dernier repas de Gacy comprenait 12 crevettes frites, une portion de frites, une livre de fraises et un seau de poulet, de la recette originale du Kentucky Fried Chicken. Il est intéressant de noter qu'avant d'être condamné, Gacy gérait en fait 3 restaurants KFC. Donc, quoi qu'on puisse dire sur lui, et on pourrait en dire beaucoup, c'était un homme qui croyait en ce qu'il vendait. Le 11 mai 1982, Alan Lee Davis a assassiné Nancy Weller et ses 2 filles, dont Christina, âgée de 10 ans, et Catherine, âgée de 5 ans, qu'il a abattue alors qu'elle tentait de lui échapper. Condamné à mourir sur la chaise électrique, Davis a passé ses derniers jours dans le couloir de la mort, à la prison d'État de Floride, à Stark, en Floride, et a rencontré son créateur le 8 juillet 1999. Son exécution a été ratée. Des témoins assurent qu'il vivait encore après la coupure de courant. Alan Lee Davis reste à ce jour la dernière personne dont la sentence a été exécutée sur la chaise électrique dans l'État de Floride. Pour son dernier repas, Alan Lee Davis a choisi des fruits de mer. Une queue de homard, une demi-livre de crevettes frites, et 170 grammes de palourdes frites. Il a également pris une demi-baguette de pain à l'ail en entrée, une assiette de frites en accompagnement, puis il a arrosé le tout. Avec 90 centilitres de root beer A&W, ce n'est probablement pas la publicité que A&W souhaite. En octobre 2002, Teresa Lewis a assassiné son mari et son beau-fils afin d'encaisser une police d'assurance vie de 150 000 $. Lewis a confié le contrat à Matthew Jesse Schellenberger et Rodney Lomond Fuller, qu'elle avait rencontré chez Walmart. Waouh, Walmart propose vraiment beaucoup de services.
Lewis a laissé entrer le tueur dans la caravane de son mari et a tenté de maquiller l'affaire en cambriolage raté. Malheureusement, son mari était encore en vie à l'arrivée de la police, et les adjoints l'ont entendu dire que sa femme savait qui était responsable. Suivant les conseils de son avocat, Lewis a plaidé coupable pour espérer la clémence, mais elle a quand même été condamnée à mort par injection létale. Elle a passé ses derniers jours comme unique femme dans le couloir de la mort du centre correctionnel pour femmes de Fubana à Troy, en Virginie. Cette sentence a finalement été exécutée le 23 septembre 2010. Pour son dernier repas, Davis a choisi quelques classiques américains, notamment du poulet frit, des petits pois au beurre, du Dr Pepper et, en dessert, une tarte aux pommes. Ted Bundy, probablement le criminel le plus tristement célèbre, a avoué 30 homicides commis entre 1974 et 1978. Le nombre total de ses victimes reste inconnu et est souvent estimé bien supérieur. Bundy, qui a été interprété au cinéma par des acteurs comme Mark Harmon, Zac Efron et Chad Michael Murray, faisait semblant d'être blessé ou se faisait passer pour une figure d'autorité, comme un policier, avant d'assommer ses victimes et de les emmener dans un autre endroit. Bundy a été capturé en 1975, mais il s'est évadé 2 fois avant d'être finalement emprisonné définitivement en 1978. Le 10 février 1980, Bundy a été condamné à la chaise électrique, sentence qui a été exécutée le 24 janvier 1989 à la prison d'État de Floride, dans le comté de Bradford, en Floride. Bundy, ayant probablement perdu l'appétit en sachant ce qui l'attendait, a renoncé à la possibilité d'avoir un dernier repas spécial. À la place, il a reçu le repas standard, qui comprenait un steak, des œufs au plat cuit à point, des pommes de terre rissolées, du pain grillé avec du beurre et de la confiture, du lait et du jus. Timothy McVeigh a perpétré l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Son attaque, qui a détruit un tiers du bâtiment fédéral Alfred P. Murray, a coûté la vie à 168 personnes et en a blessé près de 700 autres. La police a retrouvé McVeigh grâce au numéro d'identification d'un essieu arrière trouvé dans les décombres, provenant d'un camion de location loué à Junction City, Kansas. Les employés ont fourni une description à un portraitiste du FBI, ce qui a permis l'identification. McVeigh, qui avait été arrêté pour une accusation sans rapport de possession d'armes à feu à Perry, dans l'Oklahoma. McVeigh a été reconnu coupable le 2 juin 1997 et condamné à rencontrer son créateur 11 jours plus tard. Il passerait la majorité de ses derniers jours dans le couloir de la mort à terre haute dans l'Indiana. Sa sentence a été exécutée le 11 juin 2001. Pour son dernier repas, McVeigh a simplement demandé 2 pintes de glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Sacco et Vanzetti étaient des immigrés italiens et des anarchistes. En 1921, ils ont été condamnés pour avoir tué un garde et un caissier lors d'un braquage à main armée à Braintree, dans le Massachusetts, le 15 avril de l'année précédente. Malgré le rejet de leurs nombreux appels, Sacco et Vanzetti sont devenus célèbres dans le monde entier. Des légions de personnes les croyaient innocents et des manifestations ont eu lieu partout en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que dans des villes comme Tokyo, Sydney, Buenos Aires et Dubaï. Néanmoins, leurs sentences ont été exécutées à minuit entre le 22 et le 23 août 1927. Au fil des années, les preuves en leur faveur se sont accumulées. Et en 1977, le gouverneur du Massachusetts, Michael Dukakis, a déclaré qu'ils avaient été jugés et condamnés de manière injuste et que toute honte devait être à jamais effacée de leur nom. Le dernier repas de Sacco et Vanzetti est consigné comme étant un menu simple composé de soupe, de viande, de pain grillé et de thé. Le type exact de viande s'est malheureusement perdu dans l'histoire. Ricky Ray, recteur, a ôté la vie à un homme dans une salle de danse après qu'un de ses amis se soit vu refuser l'entrée. 3 jours plus tard, Rector a accepté de se rendre, mais dans un retournement de situation que personne n'avait vu venir. Il a également ôté la vie au policier qui avait négocié sa reddition en lui tirant dans le dos, puis il a tenté de se donner la mort en se tirant une balle dans la tête. Bien que sa tentative ratée l'ait effectivement lobotomisé, Rector a été condamné à l'injection létale. Le gouverneur de l'Arkansas et futur président Bill Clinton est même rentré chez lui depuis la campagne présidentielle pour superviser l'exécution qui a eu lieu le 24 janvier
1992, au moment de son dernier repas, Rector a demandé un steak, du poulet frit, des cerises, du Kool-Aid et une tarte au pacan en dessert. Il a tout mangé sauf la tarte. Il a dit au gardien qu'il la gardait pour plus tard. Le 26 mai 1980, Stephen Wayne Anderson a cambriolé la maison de Bloomington, en Californie, d'une enseignante à la retraite, Elizabeth Lyman. Voyant Anderson chez elle, Lyman a crié, ce qui l'a poussé à tirer. Anderson, qui avait reconnu avoir ôté la vie à au moins 8 autres personnes, a été reconnu coupable du meurtre de Lyman et condamné le 24 juin 1981. Sa sentence a été exécutée par injection létale le 29 janvier 2002. Au moment de son dernier repas, Anderson a demandé 2 sandwichs au fromage grillé, une pinte de fromage cottage, un mélange de maïs au mini, une tarte à la pêche, des cookies aux pépites de chocolat, de la glace et des radis. Ronnie Lee Gardner a ôté la vie d'un homme lors d'un vol à main armé à Salt Lake City. Puis, en 1985, alors qu'il était transféré à une audience concernant cet homicide, il a tiré et tué un autre homme lors d'une tentative d'évasion ratée. Gardner a été condamné à mort par injection létale, mais à cause d'une ancienne particularité de la loi de l'Utah, il a pu choisir le peloton d'exécution, ce qu'il fit. La sentence a été exécutée le 18 juin 2010 à la prison d'État de l'Utah à Draper. Pour son dernier repas, Gardner a choisi le surf and turf, c'est-à-dire queue de homard et steak. Il a fini avec une tarte aux pommes et de la glace à la vanille en regardant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il tente vraiment de retarder cette exécution. Le 29 décembre 1979, la vie du gérant d'un club de striptease de Floride appelé le Velvet Swing Lounge a été prise lorsque 3 hommes composants ont braqué le club. Il n'y avait aucun témoin oculaire de la fusillade, mais 4 ans plus tard, Angel Nieves, la petite amie de Diaz, a déclaré à la police qu'il était impliqué. Malgré certains problèmes de crédibilité avec les témoins qui ont témoigné contre lui, Nieves a été condamné et a reçu la peine de mort par injection létale. Nieves a maintenu son innocence jusqu'à son dernier jour, qui, soit dit en passant, s'est avéré être le 13 décembre 2006, lorsque sa sentence a été exécutée à la prison d'État de Floride à Rayford. Comme tous les autres condamnés à mort, Nieves s'est vu offrir le choix de son dernier repas, mais il l'a refusé. On lui a servi le repas standard réservé à ceux sans demande particulière, mais il a aussi refusé de le manger. Victor Harry Faguer était un vagabond et à l'été 1960, il s'est retrouvé à Dubuque, dans l'Iowa, où il a loué une chambre dans une vieille pension. Faguer a parcouru les pages jaunes, contactant des médecins pour signaler qu'il accompagnait une femme nécessitant des soins. Le docteur Edward Bartless est tombé dans le piège et, en se présentant, Faguer l'a kidnappé et volé sa voiture. Capturé quelques jours plus tard en Alabama, il avait déjà tué Bartels. Il a été condamné par un tribunal fédéral malgré la demande des opposants à la peine de mort. Le gouverneur de l'Iowa, le président John F. Kennedy, qui a évoqué la brutalité du crime, a refusé d'accorder la grâce demandée par Faguer. Faguer a passé ses derniers jours au pénitencier d'État de l'Iowa à Fort Madison. Sa sentence a été exécutée le 15 mars 1963 SPO. Il serait la dernière personne à être exécutée dans l'État de l'Iowa. Le dernier repas de Faguer était des plus simples. Il a pris une seule olive avec le noyau encore dedans. Des divagations délirantes aux dernières proclamations d'innocence, en passant par quelques blagues morbides, les derniers mots des condamnés à mort offrent un aperçu des psychologies notoires de ceux qui les ont prononcées. Mais peu importe ce qui est prononcé, les dernières paroles des condamnés glacent souvent jusqu'aux os ceux qui les entendent. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les dernières paroles les plus étranges et les plus troublantes prononcées par des condamnés à mort. Très bien, messieurs les morts, racontez vos histoires. Certains criminels du couloir de la mort affichent une sinistre dualité visible dans leurs dernières paquets de paroles. Si beaucoup de détenus avaient sans doute des proches hors de prison, un mépris persistant pour l'humanité subsiste sous leur apparence normale. Cette dualité se retrouve dans les derniers mots de Tory. Twain McNabb, exécuté par injection létale pour la mort par balle en 1997 d'un officier de police de Montgomery, Tory Twain. Les derniers mots de McNabb sont un rappel choquant de la dichotomie dans l'esprit criminel. « Maman, sœurette, regardez mes yeux, je n'ai pas de larmes. »
Je n'ai pas peur de l'État d'Alabama. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Apparemment, il n'était pas fan du Crimson Tide. Les avocats de McNabb avaient tenté d'obtenir un sursis à l'exécution au motif que l'injection létale est cruelle et inhabituelle, mais la requête a évidemment été rejetée. De même, avec un esprit fracturé, Francis Toogoon. Les derniers mots de Crowley sont un exemple coloré de cette dualité meurtrière. Après avoir été arrêté lors d'une fusillade de 2 heures avec la police, Francis Toogoon Crowley a prononcé ces mots avant d'être conduit à la chaise électrique. « Espèce de salaud, transmettez mon amour à ma mère. » Espérons qu'ils ont ignoré la première partie, mais cela reflète peut-être juste la relation de Francis Toogoon avec sa mère. Comme beaucoup de criminels en série de son époque, la carrière de Toogoon Crowley fut brève et peu clémente. Et le gangster boutonneux est surtout connu pour ses meurtres cruels et son adieu hypocrite. Confrontés à la mort, certains criminels condamnés choisissent leurs derniers mots avec moins de sagesse, même s'il est difficile d'imaginer plaisanter avant l'exécution. Il existe plusieurs exemples de détenus qui offrent des plaisanteries vraiment macabres dans le couloir de la mort. Dans ces cas, les derniers mots des détenus sont la définition même de l'humour noir. Avant son arrestation dans les années 1920, George Zapple avait braqué un restaurant de Brooklyn, mais fut vite arrêté par un policier entrant alors par hasard. Après une violente bagarre lors du braquage, George Zapple a tiré 3 fois sur le policier et l'a laissé pour mort, mais avant que l'agent grièvement blessé ne succombe à ses blessures, il a noté le numéro de plaque d'Apple. Et le dernier rire notoire du criminel résonne dans nos oreilles depuis lors. Lorsqu'il a finalement pris place sur la vieille étincelle, George Zapple a lancé cette réplique charmante avant qu'il n'actionne l'interrupteur. « Eh bien messieurs, vous allez voir une pomme cuite. » En y repensant, c'était une blague géniale. Le gouverneur aurait peut-être dû lui accorder sa grâce. James French, exécuté pour le meurtre d'un codétenu, a livré sa propre blague centrée sur la nourriture au bourreau au journaliste Bob Gregory, lui demandant « Si je couvrais mon exécution, tu sais ce que je dirais ? Dans le titre du journal French Fries, tu vois ?» Je me demande si un des meilleurs journalistes de la ville a profité de l'offre de Monsieur French. On aurait pu croire que le New York Post l'aurait fait. L'histoire de James French est étrange et compliquée. Le détenu a d'abord été arrêté pour le meurtre d'un homme qui lui avait offert un trajet alors qu'il faisait de l'autostop. Ce premier meurtre lui a valu une peine de prison à vie, que French trouvait apparemment très désagréable alors qu'il purgeait sa peine à perpétuité. Il a tué son compagnon de cellule lors d'un étrange rituel d'adieu qui comprenait non pas un, mais 2 derniers repas. Juste avant d'étrangler l'homme sans méfiance avec une paire de lacets, French lui a acheté un sandwich au steak au snack bar et l'a emmené prendre le petit déjeuner. Il ne voulait visiblement pas que le gars parte affamé. Après cet acte troublant, French a déclaré au tribunal qu'il souhaitait être exécuté sans appel. Une demande inattendue qui a laissé beaucoup de gens perplexes. Le souhait du criminel a finalement été exaucé, et ses derniers mots ont rendu sa mort par électrocution d'autant plus choquante. Et il aurait apprécié ce jeu de mots. Tous les condamnés à mort n'affrontent pas la potence avec une remarque spirituelle. Comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de ceux qui sont condamnés à mort prononcent des déclarations finales glaçantes à l'intention de ceux qui veulent bien les écouter. Barbara Graham, condamnée pour le meurtre de l'ancienne artiste de vaudeville Mabel Monaghan lors d'un cambriolage raté, avait l'habitude de confronter les représentants de la justice à des questions philosophiques difficiles. Elle soutenait que ces circonstances désespérées ne lui laissaient guère d'autre choix que de voler et, je suppose, de tuer pour survivre. Au cours du procès, elle a supplié « Oh, avez-vous déjà été désespéré ? Savez-vous ce que cela signifie de ne pas savoir quoi faire ?» Quand est venu le moment de son exécution, elle a déclaré ceci « Les bonnes personnes sont toujours si sûres d'avoir raison. » À sa demande, Graham avait reçu un bandeau pour ne pas avoir à regarder toutes les personnes venues assister à sa disparition. Quand le personnel du couloir de la mort lui a conseillé de bien inspirer après la chute des pastilles de cyanure pour faciliter son trajet vers la chambre à gaz, la condamnée a rétorqué « Comment diable le sauriez-vous » Graham a été exécuté en 1955, mais ses dernières paroles sont restées gravées dans l'esprit de ceux qui les avaient entendues. En 1793, Madame du Berry a été condamnée pour trahison par le tribunal révolutionnaire de Paris, après avoir été soupçonnée d'avoir aidé financièrement ceux qui fuyaient la Révolution. La dernière déclaration bouleversante de Duberry a également traversé les époques. Elle a simplement dit « Vous alliez me faire du mal. Pourquoi ?»
Encore un instant, monsieur le bourreau, je vous en supplie. Duberry a lancé sa dernière supplique désespérée juste avant la chute de la guillotine. D'autres font face à leur sentence en défiant la mort du regard et la provoquent d'appuyer sur la gâchette. Le militant ouvrier radical George Engel, accusé d'implication dans l'attentat meurtrier de l'usine McCormick en 1886, prononça ces derniers mots alors qu'il se tenait sur l'échafaud. « Hurrah pour l'anarchie, c'est le plus beau jour de ma vie, voilà qui coupe vraiment l'herbe sous le pied du bourreau. » Engel était le plus âgé des accusés jugés pour l'attentat à la bombe de l'usine de Chicago et en réalité, il était chez lui en train de jouer aux cartes lorsque la violente explosion s'est produite. Il a été inculpé et devant les tribunaux avant son exécution, il a affirmé qu'il ne renoncerait pas à ses convictions ni ne vivrait puni pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Il a fini par écrire au gouverneur de l'Illinois, Richard J. Oglesby, pour demander « Assurons-nous de bien comprendre cela. » « Je ne demande pas la grâce », écrivit Engel. « N'ayant pas conscience d'une quelconque culpabilité, les autorités peuvent me tuer, mais elles ne peuvent pas me punir légalement. Je proteste contre la commutation de ma peine et j'exige soit la liberté, soit la mort. » Eh bien, nous savons laquelle ils ont choisi. Bien que peut-être moins enthousiaste, l'écrivain Erskine Childers fit une déclaration tout aussi courageuse dans ses derniers instants. Childers, actif lors de la guerre civile irlandaise, a été exécuté après avoir été reconnu coupable de possession illégale d'un pistolet semi-automatique. Childers était une figure provocatrice et déterminante dans l'histoire de la guerre civile irlandaise et son implication a polarisé de nombreux observateurs de ses actions. Peu de temps avant son arrestation et sa condamnation, Winston Churchill lui-même qualifia Childers de renégat meurtrier. Mais plus tard dans sa vie, Churchill affirma que Childers avait été un grand patriote et homme d'État. Il faudrait te décider, Winnie. Le jour de son exécution, Childers resta sans peur et se tint avec fierté et dignité alors que les fusils s'abaissaient, déclara Childers. Faites 1 ou 2 pas en avant, les gars, ce sera plus facile comme ça. Ils auraient dû laisser partir ce type. Peu de gens sont drôles, indignés ou audacieux à la fin. Beaucoup de déclarations finales de détenus du couloir de la mort montrent qu'ils n'étaient pas sains d'esprit, ce qui n'est pas étonnant vu leur situation. Prenez par exemple la déclaration finale de Thomas J. Grasso, condamné pour les meurtres de plusieurs victimes âgées. Grasso a fait une remarque si banale qu'elle en donne presque des frissons. « Je n'ai pas eu mes spaghettios, j'ai eu des spaghettis, je veux que la presse le sache. » Au lieu d'ouvrir une vieille boîte poussiéreuse du meilleur chef Boyardi, la cantine de la prison a servi à Grasso une véritable assiette de pâtes italiennes, ce qui n'était pas ce qu'il avait demandé. Mais qui sommes-nous pour juger sa dernière demande ? Habituée des interviews choquantes et des propos obscènes à la presse, la tueuse en série condamnée Aileen Wuornos a prononcé des derniers mots vraiment étranges. Après son arrestation et sa condamnation à mort, Wuornos a passé une longue période dans le couloir de la mort. Dans les derniers instants avant de recevoir son injection létale, Wuornos a proclamé « Je voudrais juste dire que je navigue avec le rock et je reviendrai, comme dans Independence Day avec Jésus, le 6 juin, comme dans le film Le Grand Vaisseau Mère et tout, je reviendrai. » Il y a certainement beaucoup à analyser ici. D'abord, est-ce que quelqu'un a vraiment besoin de faire une suite d'Independence Day avec Jésus ? La sentence de Wuornos a été exécutée en 2002, soit 14 ans avant Independence Day. Resurgence dans lequel elle n'apparaît pas. Son histoire a bien été portée à l'écran lorsque l'actrice Charlize Theron a incarné la criminelle dans Monster en 2003, mais ce film ne comporte aucun vaisseau mère. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la piraterie est devenue une menace majeure pour la construction des empires européens. Pour freiner de tels comportements, la Grande-Bretagne s'est mise à exécuter ses maraudeurs et à exposer leurs corps en public. Le message était clair. Peu importe la quantité de butin qu'un pirate possédait, ou s'il suivait les traditions des pirates, une fois capturé, il était destiné à finir au bout d'une corde. Aujourd'hui, nous allons donc voir ce que cela faisait d'assister à une exécution de pirates. Dès le XVe siècle, les pirates condamnés par la haute cour de l'amirauté d'Angleterre étaient emmenés sur la Tamise pour y périr. D'autres connaissaient de leur sort ailleurs. Mais les pirates faisaient donc face à leur fin à l'endroit justement nommé le quai de l'exécution, un lieu où il vaut mieux ne jamais accoster. En bateau. Les punitions étaient infligées au quai à marée basse. Le lieu de l'échafaud devait être dans la juridiction du tribunal, donc en mer.
Pour s'assurer que cela se passait correctement, les responsables de l'amirauté prenaient des mesures pour que les pieds du condamné soient recouverts d'eau pendant qu'il était sur la potence. Le site du quai se trouvait près de Wappen, à Londres, au nord de la tour. C'était également à côté de ce qu'on appelait le bassin de Londres, où des navires du monde entier apportaient des cargaisons. Le spectacle était destiné à dissuader tous les marins de commettre des actes similaires à ceux des délinquants et à humilier les pirates autant que possible. On les obligeait à faire une marche de la honte le long d'un chemin très fréquenté jusqu'au quai. Le prisonnier était sorti de sa cellule tôt le matin, généralement transporté dans une charrette avec un aumônier portant un cercueil et parfois le bourreau qui allait sceller son destin. L'événement, dirigé par le maréchal de l'amirauté ou son adjoint, tenant une rame d'argent comme symbole d'autorité, pouvait durer plusieurs heures. Les processions visaient à humilier et condamner, même si ce n'était pas toujours le cas. Bien souvent, la foule compatissait avec les hommes et leur offrait de l'alcool, les présentant comme des héros. Les punitions publiques à l'époque étaient considérées comme une forme de divertissement, donc les spectateurs voulaient généralement s'assurer d'avoir une bonne vue. Le jour de l'événement, la foule longeait le parcours pour voir la procession. Ces spectateurs réagissaient diversement aux condamnés, leur offrant parfois à boire, les acclamant comme des héros, tout en exprimant pitié et jugement. Il était courant que les gens prennent l'eau pour l'occasion, les spectateurs embarquant sur des bateaux le long de la rivière pour assister au spectacle. Alors, que faire si vous vouliez assister à l'exécution du pirate mais que vous n'aimiez pas la foule? Eh bien, il y avait toujours la possibilité d'utiliser une longue vue. Oui, dans les tavernes des rives de la Tamise, les spectateurs utilisaient des longues vues pour observer les événements de loin. Les pensionnaires de Greenwich, retraités de la marine vivant à l'hôpital royal, auraient observé les pirates exposés dans une cage sur l'Isle of Dogs, de l'autre côté du fleuve, à la longue vue. Les longues vues permettaient à plus de personnes d'observer la scène, ce qui était utile car, pour une raison ou une autre, les corps sans vie des pirates fascinaient tout le monde. En fait, lorsqu'une loi mit fin à cette pratique en 1834, les journaux déplorèrent la fin du spectacle et du divertissement. Après avoir été conduits à l'échafaud, les pirates avaient la possibilité de s'adresser à la grande foule venue les voir pendre. Certains condamnés se lamentaient sur leur sort, d'autres proclamaient leur innocence, tandis que quelques-uns cherchaient la sympathie du public. Lorsque l'un de Georges Cusack fut préparé pour la potence en 1674, il utilisa son dernier discours pour proclamer son innocence. Il déclara que ces transgressions avaient eu lieu uniquement pendant une guerre légale et étaient donc permises. Après sa plaidoirie, il avertit les autres de ne pas commettre d'actes immoraux ou illégaux. Le capitaine William Kidd aurait déclaré aux spectateurs qu'il était innocent avant sa mort, en 1700, mais des versions romancées de ces derniers mots furent ensuite mises en chanson. Les pirates recevaient des conseils religieux avant leur exécution, souvent accompagnés d'un aumônier jusqu'à l'échafaud. Le dernier matin, le capitaine William Kidd reçut la visite d'un prédicateur pour un ultime sermon. Après la rupture de la première corde sur le quai, le même homme d'église aurait prié à nouveau avec Kidd avant la seconde tentative. La prière et la possibilité de se repentir n'étaient pas toujours bien accueillies par le capitaine condamné. Diel, un Écossais condamné en 1715, était tellement agacé par les tentatives de son aumônier de le faire se repentir que Diel menaça de le pousser dans les escaliers. Cela n'empêcha pas l'aumônier d'accompagner Diel et de prier tout au long du trajet, même s'il est possible que l'aumônier le provoquait simplement à ce moment-là. Les pirates recevaient couramment de l'alcool alors qu'ils se rendaient à la potence. Le capitaine Kidd aurait reçu une flasque avant de quitter sa cellule et aurait bu du rhum. Durant le cortège, d'autres prisonniers recevaient souvent à boire. Dès le XIIe siècle, hommes et femmes condamnés à la pendaison pouvaient boire en se rendant à l'échafaud. En 1750, les tavernes ont commencé à fournir les boissons. C'était assez lucratif pour des établissements comme l'Auberge Bowell, où les foules se rassemblaient pour participer à l'événement tout en payant leur propre consommation. Lorsque 3 pirates furent amenés au quai, le 4 février 1796, il semblait qu'au moins l'un d'entre eux était dans un état ressemblant à celui d'un homme stupidement ivre et à peine éveillé. Et qui ne voudrait pas être un peu éméché? Surtout quand les sentences visaient à prolonger l'épreuve pour éviter que leur cou ne se brise lors de leur chute de l'estrade. On dit que les pirates étaient pendus avec des cordes plus courtes que les autres condamnés. Cette prolongation de leur souffrance, alors qu'ils succombaient lentement dans les dernières minutes de vie du pirate,
se débattant au bout d'une corde, fut appelée la danse du maréchal. Et cela pouvait durer 30 minutes ou plus. La courte chute à laquelle les pirates étaient mais souvent soumis avait pour conséquence que les spectateurs, voire même les autorités, accéléraient disons parfois le processus en tirant sur les jambes des pirates pour les aider à mourir plus rapidement. Cela pouvait aussi se retourner contre le condamné en rompant la corde, ce qui menait à une seconde tentative, avant de devenir pirate. Kidd, corsaire engagé par les Britanniques pour attaquer les navires français, a connu des difficultés comme des gains faibles et des maladies. Kidd attaqua un navire indien commandé par un Anglais et tua accidentellement un membre d'équipage, devenant ainsi pirate et meurtrier. Il fut arrêté et renvoyé en Angleterre, où il fut jugé et condamné à la pendaison. Le capitaine Kidd connut son destin sur le quai aux côtés de 3 autres personnes le 23 mai 1701. Comme mentionné précédemment, la première tentative de pendaison de Kidd échoua car son poids brisa la corde. La seconde réussit. Plus de 2 décennies plus tard, le capitaine John Gow connut un sort similaire. Gow fut soumis à une double pendaison en 1725 lorsqu'il fut d'abord laissé sur la corde. Les spectateurs ont tiré sur ses jambes pour hâter sa mort, mais ont cassé la corde, le faisant chuter et nécessitant une seconde tentative. Ah, et les gars, merci. Immédiatement après une pendaison, la dépouille sans vie du pirate restait sur la corde jusqu'à ce que l'eau monte, 3 fois la recouvrant pour symboliquement laver l'offense. L'homme était décroché lorsque c'était la sentence de l'amirauté, puis son corps emmené chez un chirurgien pour dissection. Certains pirates morts étaient confiés au collège des médecins et chirurgiens, d'autres étaient vendus à des chirurgiens londoniens. Il est possible que les condamnés à la dissection n'aient pas été immergés dans la rivière pour éviter le gonflement et la décomposition lors de la purification. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, la règle des 3 marées était tombée en désuétude. Les corps des pirates les plus notoires étaient souvent exposés le long de la Tamise pour avertir les passants. Lorsque le capitaine James Lowry a rencontré son destin en 1752, il a été transporté directement du quai au galion pour être suspendu dans des chaînes. Les pirates sélectionnés pour ce supplice étaient enduits de goudron pour conserver leur chair et suspendus en hauteur. Le gouvernement britannique choisissait soigneusement où exposer leurs restes. En 1725, les restes du capitaine John Gow et de son lieutenant furent séparés, l'un suspendu à Greenwich, l'autre envoyé à Deptford. L'idée principale était qu'il valait mieux adresser un message à tous susceptibles de commettre une infraction similaire plutôt que de placer un cadavre près du lieu de la transgression. Les archives montrent que la plupart des gens étaient assez troublés par la vue, selon l'archéologue du XIXe siècle, Elbert Hartshorne. Les voyageurs étaient attristés par le bruit horrible du corps qui grinçait en se balançant dans le cadre de fer. Les bateliers essayaient généralement d'éviter de passer près de ces endroits, mais il leur arrivait parfois de s'approcher pour chasser les oiseaux qui picoraient les restes. Calico Jack, né Jack Rackham, est connu pour avoir eu 2 femmes dans son équipage, dont la célèbre Anne Bonny. Rackham et Bonny sont devenus amants, même si elle était mariée et ils étaient ensemble. Ils ont piraté dans les Caraïbes au début du XVIIIe siècle. Vous avez bien entendu, c'était des pirates des Caraïbes. Bonny ne cachait pas son genre, mais Mary Read, la 2e femme sur le bateau de Rackham, William, se déguisait en homme lorsqu'elle a rejoint l'équipage dans les années 1710. Les exploits de Calico Jack étaient bien connus des autorités de Port-Royal aux Bahamas, mais les autorités l'ont capturé, lui et son équipage, en 1720 et les ont jugés pour piraterie en Jamaïque. Tous les hommes ont été condamnés à la peine capitale, mais Bonny et Riyad ont toutes 2 affirmé être enceintes et ont été autorisés à vivre jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Tous les pirates capturés par les autorités britanniques étaient envoyés à Londres pour y être jugés, mais après l'adoption de la loi sur la piraterie de 1698, les amiraux étaient autorisés à juger les pirates en mer. Selon la loi de 1698, toutes les pirateries, félonies et vols commis en mer ou sous la juridiction de l'amirauté pouvaient être jugés ainsi. De quelque manière que ce soit, cela pouvait être entendu en tout lieu, en mer ou sur terre, dans n'importe quelle île, plantation, colonie, possession, fort ou comptoir de Sa Majesté. La loi autorisait les responsables de l'amirauté à nommer des commissaires pour placer en détention et juger toute personne accusée de tels actes de brigandage.
La loi élargissait également la définition de la piraterie à toute personne qui, sciemment ou volontairement, soutenait un pirate ou aidait, assistait, entretenait, recrutait, commandait, conseillait ou incitait quiconque à commettre des actes de piraterie ou des vols en mer. Et une telle personne ainsi que la procédure spécifiée devaient être utilisées au nom de la justice. Pour faire court, ces gens n'aimaient pas les pirates. Au XIIIe siècle, les Anglais faisaient à bout preuve d'une grande créativité en matière de torture, mais l'une de leurs pires méthodes, la peine de pression jusqu'à la mort, n'était même pas considérée comme de la torture par le tribunal, mais comme une sentence officielle. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment, même dans la Grande-Bretagne des Lumières, on pouvait être condamné à être écrasé sous d'énormes poids. Depuis le XIIIe siècle, l'Angleterre utilisait la pression comme punition, une pratique maintenue jusqu'à l'époque des Lumières en Grande-Bretagne. La punition était techniquement connue sous le nom de peine forte et dure ou punition forte et dure, et les personnes qui la subissaient n'avaient même pas été reconnues coupables d'un crime au départ. En fait, la peine forte et dure était en réalité utilisée pour contraindre un criminel, présumé à plaider coupable ou non coupable devant le tribunal, afin qu'il puisse ensuite être jugé. Les victimes, pour leur part, pouvaient mettre fin à leur supplice à tout moment si elles criaient simplement « non coupable ». Au plus fort, une séance de pressage commençait ainsi. La personne condamnée à la peine forte et dure était d'abord déshabillée. Ensuite, de lourds poids étaient posés sur leur corps, les étouffant lentement. On en ajoutait progressivement, tourmentant la victime. Dès lors, la gravité agissait, souvent lentement. Une personne pouvait survivre plusieurs jours sous le poids qui l'écrasait. Mais au final, il finissait par succomber d'une manière absolument atroce. Les victimes de l'écrasement mouraient non seulement étouffées, mais aussi les os broyés, parfois transperçant la peau. Vous vous demandez sûrement pourquoi quelqu'un choisirait de subir un tel traitement. Étonnamment, de nombreuses personnes écrasées à mort avaient souvent une bonne raison de choisir cette fin brutale. Nous y reviendrons plus tard. Pendant la sanglante réforme anglaise, les personnes pratiquant la mauvaise foi, mauvaise, signifiant ici toutefois déclarée illégale par le souverain du moment, pouvaient facilement se retrouver sur l'échafaud. Par exemple, lorsque la reine Marie monta sur le trône en 1554, elle fit brûler des centaines de protestants sur le bûcher, tandis que la reine Élisabeth Ier interdit le catholicisme. Même le fait d'héberger un prêtre catholique était passible de la peine de mort. En 1586, Marguerite Clitheroe fut prise sur le fait. Elle avait aménagé une pièce secrète dans sa maison pour cacher des prêtres. Lorsque la pièce fut découverte, Marguerite fut arrêtée. Elle avait déjà été emprisonnée 3 fois pour avoir refusé d'assister aux offices de l'église anglicane, ce qui rendait les autorités sûres de sa culpabilité. Peut-être pour cette raison. Marguerite refusa de plaider. Sans plaidoyer, le procès ne pouvait pas avancer et Marguerite fut condamnée à subir la peine du pressurage. D'abord, elle a été déshabillée devant tout le monde. Attendez, quel rapport entre être déshabillé et refuser de plaider? Eh bien, aucun en réalité. En fait, les chercheurs Pierre Lake et Michel Questier l'expliquent comme un rituel obscène et humiliant. Cela dit, ce n'était pas la pire chose qui allait lui arriver ce jour-là. Parce que juste après, ses membres ont été attachés avec des cordes et étirés. Ensuite, une porte a été posée sur sa poitrine, puis les poids ont été ajoutés lentement. À tout moment pendant cette longue torture, Marguerite aurait pu choisir de plaider coupable ou non coupable. Maintenant, ce n'est pas vraiment la porte de sortie que cela semble être, parce que si elle avait plaidé non coupable, elle aurait été jugée, presque certainement reconnue coupable, puis exécutée. Alors Marguerite a refusé et le geôlier a commencé à empiler plus de pierres sur la planche, finissant par ensevelir Marguerite sous un poids stupéfiant de 360 kg. Sa colonne vertébrale s'est brisée et ses côtes éclatées, ce qui aurait sans doute réconforté Marguerite. Des siècles plus tard, son histoire a inspiré une scène de la série BBC Gunpowder, où une femme âgée est écrasée pour avoir comploté contre la monarchie. Marguerite Clitheroe n'était pas la seule femme à avoir été écrasée. Des années plus tard, en 1676, une autre femme fut soupçonnée de cambriolage, bien que son nom ne figure pas dans les registres du tribunal. Cette femme avait déjà eu des démêlés avec la justice. Elle avait été accusée d'avoir volé des vêtements, mais elle avait été déclarée non coupable. Cette fois, cependant, elle était soupçonnée de cambriolage. La femme refusa de plaider. Le shérif tenta de persuader la femme de plaider. Même son propre avocat déclara qu'elle attirait le malheur sur elle-même. Mais devant son refus persistant,
le tribunal fut contraint de prononcer ce terrible jugement et la femme fut emmenée à la prison de Newgate et écrasée à mort. En 1676, un soldat du nom de Major Strangeways fut accusé d'avoir assassiné un avocat qui avait séduit sa sœur. Lorsqu'il refusa de plaider devant le tribunal, Strangeways fut envoyé pour être écrasé dans la cour de la presse de l'Old Bailey. Le tribunal avait même fait construire une machine spécialement conçue pour appuyer sur la région du cœur et ainsi accélérer la mort. Lors de la descente de la machine, le visage de Strangeways pâlit puis noircit. Les poids furent empilés jusqu'à ce que 400 livres s'abattent sur Strangeways, mais il ne mourut toujours pas. Finalement, ses amis, venus assister à la séance de pressage, sautèrent sur la presse. En ajoutant leur propre poids au bois et au fer, leur poids mit finalement fin aux souffrances de la victime. En 1692, une panique liée aux sorcières s'empara du village de Salem dans le Massachusetts et près de 200 personnes furent accusées de sorcellerie. Dans l'imaginaire populaire et de nombreuses fictions, les condamnés étaient brûlés vifs sur le bûcher. Mais comme toute personne ayant regardé la vidéo de Weird History sur les mythes entourant les procès des sorcières de Salem le sait, personne n'a réellement été brûlé. Presque toutes les victimes ont été pendues, sauf une écrasée, cette exécution étant peut-être le cas d'écrasement le plus célèbre de l'histoire. L'une des personnes accusées par la cour spéciale de pratiquer la sorcellerie était Giles Corey, un vieux fermier à la mauvaise réputation. Près de 2 décennies plus tôt, Corey avait battu un homme à mort pour avoir volé des pommes, et la femme de Corey, Martha, avait également été accusée de sorcellerie. Le 9 septembre, Martha a été reconnue coupable de sorcellerie et condamnée. Quelques jours plus tard, la même cour a annoncé à Giles qu'il serait jugé pour sorcellerie. Il a refusé et la cour a décidé de le soumettre à la question. Giles Corey avait vu comment la cour avait déformé les paroles de sa femme Martha lors de son procès pour sorcellerie. Et il a refusé de se laisser soumettre à la même chose. Pour forcer Giles à plaider, la cour l'a soumis à la question. Corey a été déshabillé, une planche posée sur lui, puis de lourdes pierres ajoutées, selon la coutume du supplice. Cela a duré toute une journée et Giles a refusé de plaider. En fait, les seuls mots qu'il a prononcés étaient « plus de poids », ce qui, honnêtement, le rend plutôt impressionnant, à moins qu'il ne disait en réalité « attendez encore ». Le deuxième jour, on a ajouté plus de pierres jusqu'à ce que le poids soit insupportable. Le 19 septembre 1692, Giles a finalement succombé après 2 jours de pression et a été enterré dans une tombe anonyme. À ce stade, vous vous demandez sûrement, si refuser de plaider menait à une mort plus atroce que de plaider coupable et d'être condamné, pourquoi quelqu'un l'aurait-il fait ? Eh bien, si le suspect refusait de plaider selon la loi anglaise, il ne pouvait pas être jugé. Si le criminel présumé n'était pas condamné, ses héritiers pouvaient hériter de ses terres et richesses. Selon la loi anglaise, lorsqu'un criminel condamné était exécuté, le roi saisissait toutes les terres confisquées. Mais si le suspect était exécuté par peine forte, dure, ou écrasement plutôt que de passer en jugement, la famille pouvait conserver les biens de la victime. C'est pourquoi l'écrasement était si atroce. Le but était d'effrayer les criminels accusés pour qu'ils plaident coupables avant leur procès. À la fin du XVIIe siècle, un Français nommé Guy Miège s'est installé à Londres. Il a fini par écrire un livre qui traitait du système judiciaire anglais, y compris la pratique de l'écrasement. Miège expliquait que si un criminel accusé restait muet lors de son procès, la personne pouvait être écrasée, selon Miège. Dans ce cas, le prisonnier est placé nu dans une pièce basse et sombre de la prison, sauf pour ses parties intimes. Il repose sur le sol, bras et jambes, étirés par des cordes. Miège précisa que lors de l'écrasement, les victimes ne recevaient que de l'eau souillée et expliqua aussi leur motivation. Ils acceptaient cette mort pour préserver leurs biens à leurs enfants. Giles Corey et Margaret Clitheroe ont accepté d'être écrasés car elles savaient que les condamnés pouvaient subir des tourments pires que l'écrasement. L'Angleterre du XVIe siècle était connue pour envoyer les criminels religieux au bûcher. Giles Corey, par exemple, savait qu'il devait choisir entre l'écrasement ou la pendaison, aucun des deux n'étant un choix idéal. Comme si brûler ou pendre n'était pas déjà assez terrible. Les traîtres pouvaient aussi être écartelés dans cette option. Le traître était pendu jusqu'à être presque mort. Ensuite, on lui retirait les entrailles, tranchait les parties intimes brûlées devant lui, puis il était écartelé vivant. Des parties de corps sectionnées servaient souvent
d'ornements lors des exécutions ou sur le pont de Londres. Durant le siècle des Lumières, en Grande-Bretagne, il était légal d'écraser à mort des criminels présumés. En fait, ce n'est qu'en 1772 que la Grande-Bretagne a finalement interdit cette pratique en modifiant la loi. Refuser de plaider était vu comme un signe de culpabilité équivalent à une condamnation par mise hors la loi ou écrasement. La faille permettant aux criminels présumés de conserver leurs biens dans la famille a été comblée. L'âge d'or du bourreau médiéval se situait au XVIe siècle. Et lorsque la plupart des gens les imaginent, ils ont tendance à penser à l'image stéréotypée d'un homme costaud, torse nu, portant une cagoule noire et tenant une hache massive. Mais le bourreau faisait bien plus que manier une lame. Il faisait respecter la justice et donnait l'exemple à la communauté. Il servait de professionnel de santé et jouait souvent le rôle de guide spirituel, aidant les condamnés à accepter leur sort et à demander pardon à Dieu. Comment le savons-nous ? Grâce à Franz Schmidt, un bourreau de Nuremberg au XVIe siècle, qui a laissé des journaux détaillés décrivant son quotidien. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à une journée dans la vie d'un bourreau médiéval. D'accord, mettons-nous dans la tête de Franz Schmidt. Les masques effraient des filles parfois les gens, mais tes collègues en portent souvent pour de bonnes raisons. D'un côté, ils terrifient les prisonniers, mais ils cachent aussi leur identité et les protègent des représailles. C'est crucial surtout lorsque la personne condamnée est appréciée ou populaire auprès du public. Vous, en revanche, êtes fier de votre profession et n'avez jamais porté le masque. Selon l'époque ou le lieu d'exercice, un bourreau pouvait se retrouver exceptionnellement occupé, souvent amené à s'occuper de plusieurs victimes en une seule journée. Par exemple, sous le règne d'Henri VIII, vous aviez à peine le temps de faire une pause à cette époque. Le bourreau avait vraiment du pain sur la planche, sans mauvais jeu de mots. Mais le 13 août 1577, vous n'avez qu'une seule tâche à l'ordre du jour, et l'homme s'appelle Hans Vogel. Vous êtes arrivé récemment à Nuremberg depuis votre ville natale de Bomberg, et Hans Vogel sera le premier à passer sur l'échafaud dans votre nouveau poste. Vogel a été condamné pour meurtre. À présent, on attendra de vous que vous lui donniez la punition qu'il mérite. Vous êtes venu à cette profession honnêtement. Votre père vous a transmis ce métier à Bomberg, même s'il ne comptait pas vraiment l'exercer. À l'origine, il était bûcheron. Mais un jour fatidique, le magistrat bavarois Albrecht II, célèbre pour sa cruauté, a voulu faire pendre 3 hommes alors qu'aucun professionnel n'était disponible. Il a choisi votre père, Heinrich, au hasard dans la foule, et l'a forcé à accomplir la tâche. Ne souhaitant pas rejoindre les 3 hommes, votre père a obéi au tyran. Mais une fois la besogne accomplie, plus personne au village ne voulait avoir affaire à votre père. Malgré cela, vous l'avez suivi dans cette profession. C'est en 1573 que vous êtes devenu professionnel pour la première fois, travaillant sous la supervision de votre père. Vous aviez 18 ans et depuis, vous avez accompli vos fonctions 361 fois. Vous avez été occupé. Vous avez également infligé 345 punitions mineures qui incluent des flagellations ainsi que des amputations d'oreilles et de doigts. Vous avez également exécuté des criminels par l'épée, la corde, le bûcher, la noyade et, dans les cas particulièrement graves, sur la roue. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais ça semble douloureux, non ? Malgré tout cela et la nature généralement déshonorante de votre profession, vous êtes un membre respecté de la communauté grâce à votre piété. Vous allez envoyer Hans Vogel dans l'éternité, donc vous le connaissez ? Un bourreau crée souvent un lien avec le prisonnier et, en cas de maladie ou blessure grave, c'est à lui de le soigner pour qu'il guérisse avant l'exécution. Une forme particulière de sécurité de l'emploi. Remplir vos fonctions exige aussi d'être pleinement compétent comme conseiller médical. Dans ce cas, vous pourriez demander un report pour que le prisonnier ait une mort digne et en bonne santé. Des prisonniers comme Vogel recevaient souvent la visite de leur famille ou des proches de leurs victimes, cherchant la réconciliation. Vous croyez que le pardon est divin. Une fois, vous avez même vu un meurtrier condamné recevoir des oranges et du pain d'épices de la part de la veuve de sa victime. Et cela a réchauffé votre cœur. Vous y avez vu qu'elle lui avait pardonné. Mais au bout du compte, votre rôle est de rendre la justice au nom de Dieu et de la société.
Vous êtes l'agent qui équilibre l'autorité divine et terrestre, et aujourd'hui, maintenir cet équilibre signifie mettre fin au temps de Hans Vogel sur Terre. Bien que la famille ou les amis puissent rendre visite occasionnellement, les prisonniers sont le plus souvent visités par des membres du clergé. Les aumôniers rencontrent les prisonniers, essaient d'adoucir leur cœur et s'efforcent de les convaincre d'avouer leurs péchés et de demander pardon à Dieu. Ils lisent à haute voix la Bible, prient, prêchent et font appel aux peurs, aux chagrins et aux espoirs du prisonnier en évoquant des images de ce qui les attend dans l'au-delà. Les prisonniers dépendent souvent du clergé pour voir des livres de prières illustrés, car la plupart n'ont pas vu beaucoup d'œuvres d'art. Certaines petites villes ont une église avec des peintures simples, mais beaucoup n'en ont pas. Certains ont vu le paradis et l'enfer sur des gravures, mais elles restaient trop chères pour les classes populaires, même après l'imprimerie. Les aumôniers visitant Vogel apportent leurs précieuses Bibles, gravures sur bois et eau-forte de célèbres pêcheurs, saints et de la mort. Ils utilisent ces images pour illustrer leurs sermons et animer l'imagerie religieuse. Vous observez souvent les aumôniers guider les prisonniers dans la récitation du Notre Père, lire le catéchisme luthérien et offrir aux condamnés des paroles rassurantes. Ils chantent des hymnes de consolation et parfois même le geôlier se joint au chant. Tout le monde est tout à fait sincère dans son désir de préparer Vogel pour son dernier jour. En devenant Lifeender professionnel, tu savais grâce à ton père que ce métier impliquait bien plus que de débarrasser le monde des pécheurs. Éliminer quelqu'un en public avait pour but d'atteindre deux objectifs distincts. Le premier est de choquer les spectateurs. On attend de toi que tu crées une scène terrifiante qui aura un pouvoir dissuasif. Tous ceux qui en seront témoins réfléchiront à deux fois avant de commettre une infraction. Le deuxième objectif, cependant, est plus ésotérique. En tant qu'homme à la hache, c'est ton rôle de réaffirmer à la fois l'autorité divine et humaine. Tu maintiens l'équilibre en orchestrant l'acte, de la condamnation à la mort, la procession, jusqu'à la toute fin. C'est une pièce de théâtre dont tu es le metteur en scène. En fait, les gens que tu connais sont tous familiers avec des expériences théâtrales appelées moralité. Ces drames allégoriques, concluant par une leçon de morale, mettent en scène des personnages incarnant des qualités comme la charité ou le vice, ainsi que des abstractions telles que la mort ou la jeunesse. De même, la fin d'un pécheur raconte aussi une histoire dans laquelle les choix d'une personne la conduisent à une leçon de morale. Un pauvre pécheur voit l'erreur de ses actes. Il reconnaît et expie ses crimes, et il accepte de servir d'exemple pour la communauté en échange d'une fin rapide et sans douleur, ainsi que la promesse du salut. Comme chacun sait, le condamné peut choisir son dernier repas, souvent avec beaucoup de vin et de bière, ce qui dépasse la simple courtoisie. Il est bien connu que permettre à un prisonnier de boire librement lors du repas du bourreau profite souvent à l'exécuteur. Tu sais aussi bien que n'importe qui qu'un prisonnier ivre était souvent bien moins résistant. Bien sûr, il y a des inconvénients. Un jour, un vaurien condamné a tant mangé et bu que son ventre a éclaté alors qu'il se balançait à la potence. Cette image te hante. C'est sans doute pourquoi certains prisonniers refusent même de manger ou boire. Vogel termine son dernier repas. Vos assistants l'aident à s'habiller de la traditionnelle tunique blanche en lin. Une fois vêtu, il attend que vous présidiez le spectacle public imminent. Vous êtes annoncé par le gardien avec les mots habituels « Le bourreau est là ». Vous montez sur scène et demandez pardon à Vogel. Vous partagez tous les deux un verre de paix, puis vous vous dirigez vers le juge et le jury qui attendent le prisonnier. Vogel a déjà avoué, mais néanmoins, vous devez le présenter devant la cour de sang, où sa sentence sera prononcée. La salle est richement décorée, les juges en robes rouges et noires. Le greffier lit la confession de Vogel et la liste des infractions retenues contre lui. Les jurés délibèrent et choisissent la manière de la mise à mort. Vous vous demandez, sera-ce l'épée, la corde, le feu, l'eau ou la roue? Les jurés ont voté et ils ont choisi l'épée. Pendant ce temps, la foule est devenue énorme. Ces pièces de moralité vivante visent un large public. Annoncées des semaines à l'avance, elles attirent souvent des centaines, voire des milliers de spectateurs. Vogel doit marcher 1 mile pour atteindre le lieu de sa fin. Son trajet se déroule sans encombre, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Parfois, les prisonniers se comportent mal ou causent des problèmes.
Un homme ivre est même allé jusqu'à uriner en public lorsqu'il est arrivé à la potence. Il vous a dit qu'il était prêt à passer dans l'autre monde, mais a demandé la possibilité d'affronter à l'épée et de se battre contre 4 des gardes présents. Comme noté dans votre journal, sa demande a été refusée. Sortir un prisonnier n'est jamais facile, mais vous êtes doué pour cela. En 45 ans de carrière, vous avez tué 187 personnes à l'épée, n'ayant eu besoin d'un second coup que 4 fois. C'est votre responsabilité d'être aussi compétent. Être négligent dans ce métier a des conséquences dans certaines villes allemandes si l'épéiste n'arrive pas à accomplir la tâche en 3 coups. On sait que la foule le saisissait et le forçait à prendre la place du prisonnier condamné. Les foules sont généralement remplies de fêtards bruyants prêts à se révolter à tout moment, surtout s'ils ne voient pas une tête tomber, et ces émeutes tournent souvent très vite au vinaigre. Au moment venu, vous exécutez Vogel d'un seul coup net de la lame. Le juge exprime sa satisfaction quant à votre travail et vous répondez « Pour cela, je remercie Dieu et mon maître qui m'a enseigné un tel art ». Bien que le plus difficile soit terminé, le travail n'est pas encore tout à fait fini, il vous reste encore la tâche banale de nettoyer le désordre. Oui, vous n'êtes pas seulement la vedette du spectacle, vous êtes aussi le concierge et on attend de vous que vous nettoyiez le désordre et que vous vous débarrassiez de la carcasse. Par curiosité, certains restent pour regarder. Vous ne le savez pas encore, mais en 1617, vous prendrez votre retraite et commencerez une nouvelle carrière lucrative comme consultant médical et en 1634, vous recevrez des funérailles nationales dans le cimetière le plus prestigieux de Nuremberg. Vous serez enterré à quelques pas seulement de légendes comme le peintre Albrecht Dürer et le poète Hans Sachs. Et vous aurez tout accompli sans jamais porter de capuche. Actuellement, les États-Unis comptent environ 2900 prisonniers dans le couloir de la mort. Le couloir de la mort reste un décor populaire et marquant pour les films et les séries télévisées. À quoi ressemble la vie des détenus qui attendent la mort derrière les barreaux? Aujourd'hui, explorons la réalité quotidienne du couloir de la mort. D'accord, il est temps de demander votre dernier repas. Tout est permis, sauf appel de dernière minute du gouverneur. La peine de mort est légale dans 31 États américains. Avant leur exécution, les condamnés sont généralement transférés au pénitencier d'État. Ils passent d'abord un temps dans le bloc cellulaire appelé couloir de la mort. Contrairement à certains mélodrames judiciaires de John Grisham, ce processus est loin d'être rapide. Souvent, les prisonniers finissent par passer beaucoup de temps dans le couloir de la mort avant leur exécution réelle, si jamais ce jour d'exécution arrive. En fait, la durée moyenne que les détenus condamnés passent en prison dépasse 15 ans. Cela représente plusieurs mandats présidentiels et une saison et demie de Game of Thrones. Un fait frappant, 40% des détenus du couloir de la mort restent plus de 20 ans en prison, certains dépassant même 40 ans. Cela peut découler de divers facteurs, notamment le processus d'appel, prolongeant les peines de prison pendant des semaines, des mois, voire des années. Car rien n'avance plus lentement que la bureaucratie. Il est fréquent que des prisonniers meurent de causes naturelles dans le couloir de la mort avant leur exécution. Dans ces cas-là, on pourrait dire que la peine de mort elle-même est une exécution prolongée. Ils meurent quand même en prison, juste pas à une date précise. Cela suppose que vous ne soyez pas tué durant votre long séjour en prison, malgré gardiens et sécurité renforcée. Comme toutes ces barres de fer, il reste quand même assez dangereux de vivre dans le couloir de la mort. C'est un peu comme vivre dans un immeuble peuplé uniquement de meurtriers condamnés. Mais les appartements sont aussi petits que des toilettes d'avion et personne ne peut sortir. 25% des détenus du couloir de la mort meurent en fait avant que leur sentence ne soit appliquée, soit de cause naturelle, soit par suicide, soit tués par un autre détenu. Même en restant en bonne santé physique, les années dans le couloir de la mort peuvent être psychologiquement débilitantes. Dans la plupart des États, les détenus du couloir de la mort sont isolés, généralement en cellules solitaires, jusqu'à 23 heures par jour. Passer de longues périodes seul peut entraîner un trouble de stress post-traumatique, une hypersensibilité aux stimuli quotidiens, de la peur et de la colère. De plus, vous n'auriez aucun moyen de suivre Bridgerton. Beaucoup de détenus du couloir de la mort signalent aussi le refus d'accès à tout soutien religieux, ce qui aggrave leur détresse psychologique. La Cour suprême des États-Unis a reconnu aux prisonniers le droit de pratiquer leur religion.
Selon l'ACLU, 62% des États appliquant la peine de mort ne fournissent aucun de ces services aux détenus du couloir de la mort. De nombreux autres facteurs, allant des conditions de vie sordides à l'incertitude liée aux procédures d'appel et d'exécution, peuvent entraîner une véritable pathologie psychologique connue sous le nom de syndrome du couloir de la mort. Les symptômes comprennent une dégradation mentale et physique, des comportements autodestructeurs, de l'agitation, des épisodes psychotiques et d'autres facteurs de stress. Un détenu du couloir de la mort vit constamment sous la menace d'une exécution imminente. Si vous n'avez pas suivi les exécutions d'État aux États-Unis, sachez que le processus du couloir de la mort et d'exécution varie fortement selon les États. La plupart des États privilégient l'injection létale, mais les pelotons d'exécution restent autorisés au Mississippi, en Utah et en Oklahoma. Le New Hampshire, le Delaware et l'État de Washington ont gardé la pendaison comme exécution légale, et la dernière pendaison officielle date de peu. En 1996, William Bailey a demandé à l'État du Delaware d'exécuter sa sentence par pendaison, et le Delaware a accepté. En d'autres termes, la méthode d'exécution actuelle en Amérique moderne n'est peut-être pas très différente de celle à laquelle on aurait été confronté au Moyen-Âge. Que vous soyez dans le couloir de la mort ou une prison ordinaire, il faut s'habituer à vivre dans un espace de la taille d'une cage pour chien. La cellule typique du couloir de la mort mesure seulement 2,4 m sur 3 mais la plupart n'ont qu'un lit, des toilettes et un lavabo, parfois un bureau ou une chaise si l'espace le permet. La majorité des cellules n'ont pas de fenêtre ni de vue sur l'extérieur. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'un studio à Los Angeles. Les détenus n'ont également accès à aucun système de régulation de la température, comme le chauffage ou la climatisation. Même si cela semble mineur, de nombreux États appliquant la peine de mort subissent des étés à plus de 38 degrés et des hivers similaires en dessous de zéro. Bien que la plupart des prisons soient équipées de systèmes de chauffage d'une certaine sorte, rien ne garantit qu'ils fonctionneront toujours ou qu'ils seront allumés lorsque cela sera nécessaire. Cette petite cellule, souvent inconfortable, constituera généralement l'unique environnement des détenus pendant 23 heures sur 24. Cette unique heure passée hors de la cellule, chaque jour, offre la seule occasion quotidienne de prendre un peu d'air frais, de bouger ou de parler avec d'autres êtres humains. C'est le seul moment où ces détenus peuvent avoir des visiteurs ou utiliser le téléphone s'ils y ont droit. C'est souvent la seule chance pour un détenu de se doucher, si c'est prévu ce jour-là. Beaucoup dans le couloir de la mort n'ont droit qu'à une douche toutes les 48 heures. L'exercice n'est généralement pas autorisé chaque jour, même durant l'unique heure d'activité. Les détenus du couloir de la mort disposent de 4 heures d'exercice par semaine en 2 séances, soit probablement plus que la plupart d'entre nous. Il est temps de retourner à la salle de sport. La zone d'exercice du couloir de la mort est généralement très petite et conçue pour empêcher les détenus de s'entraîner ensemble. Donc si vous avez besoin d'un partenaire pour vous surveiller, eh bien vous n'avez pas de chance à moins de demander à l'un des gardiens. Les privilèges d'exercice font aussi partie des premiers à être retirés si un détenu commet une infraction ou enfreint une règle, donc rien de tout cela n'est garanti. Les autres commodités sont tout aussi rares. Les détenus du couloir de la mort signalent une nourriture très médiocre et l'absence de confort de base. Beaucoup de prisonniers du couloir de la mort disent ne pas avoir d'eau chaude et 60% dorment sur un lit en acier. En ce qui concerne les avantages réels, les moyens les plus courants de récompenser les détenus sont de leur permettre d'écouter la radio ou de regarder la télévision locale. En général, ces téléviseurs ne dépassent pas 33 cm, autant lire à ce stade. Souvent, la télévision doit être fournie par les détenus eux-mêmes et non par l'État. Le couloir de la mort, c'est du baby-OT. Parfois, les téléviseurs sont autorisés seulement hors des cellules, empêchant ainsi les prisonniers de changer de chaîne ou de régler le volume. La plupart des États interdisent aux détenus du couloir de la mort d'accéder aux programmes payants ou câblés, les privant même du plaisir de bébé Yoda. Cela semble difficile, surtout que les détenus du couloir de la mort n'ont pas toujours un bon sommeil. Chaque État a toutefois ses propres directives et établissements. Les prisonniers sont contrôlés 1 à 2 fois par heure, même la nuit. En Californie, chaque détenu à l'isolement, même au couloir de la mort, est contrôlé 48 fois par jour, toutes les 30 minutes, Orkung. Ces contrôles provoquent souvent des clés qui s'entrechoquent, des voix et des lumières, empêchant un rythme de sommeil régulier. Ce qui nous amène à l'exécution proprement dite, ou du moins au dernier repas. Ce rite de passage, sans doute le cliché culturel le plus célèbre lié à la peine de mort, a en fait été aboli. Au Texas, les détenus prennent juste leur dîner de prison habituel comme dernier repas, sans même un petit pain à la cannelle ou une tranche de pain grillé texan.
Sacré Texas, c'est froid. Même après avoir suivi tout le processus d'appel jusqu'au jour de l'exécution, un prisonnier ne peut se détendre, car de nombreux imprévus peuvent encore survenir. Parfois, les exécutions elles-mêmes sont tout simplement ratées, comme dans le cas de l'Arizona en 2015, Joseph Wood, qui a reçu 15 injections létales sur une période de 2 heures avant de finalement mourir. Techniquement, cette injection ne paraît pas létale, même si elle doit être faite 15 fois. Normalement, le processus ne demande qu'une seule injection en 10 minutes. Le condamné devrait passer paisiblement dans l'autre monde, mais des témoins ont vu Wood souffrir durant l'épreuve. De tels incidents restent fréquents. Cela s'explique en partie par l'absence de directives sur la combinaison et le dosage exact des médicaments pour une injection létale. Exécution. Oui, il n'y a pas beaucoup de médecins intéressés à trouver la meilleure méthode d'exécution, j'imagine, et je ne suis pas sûr de la façon dont ils vont tester ces dosages. Problème difficile. Chaque État procède différemment et souvent, la personne chargée de choisir les médicaments et de décider du dosage n'a aucune formation médicale. Il peut s'agir d'avocats de la prison ou de l'État qui ne font que supposer. Les injections peuvent aussi être administrées de façon négligente ou bâclée. La tristement célèbre exécution de Clayton Lockett en 2014 à la prison d'État de l'Oklahoma a été une succession macabre d'incidents dont une artère éclatée. L'exécution a tellement mal tourné qu'elle a fallu être interrompue et Lockett est mort d'une crise cardiaque. La plupart des personnes dans le couloir de la mort ont fait des choses vraiment graves pour en arriver là. Il est donc facile de balayer tout cela d'un revers de main en se disant « on récolte ce que l'on sème ». Mais certains estiment qu'environ 4% des cas aux États-Unis concernent des personnes dans le couloir de la mort qui sont innocentes des crimes pour lesquels elles ont été condamnées. Plus de la moitié de ces personnes condamnées à tort sont exécutées ou meurent dans le couloir de la mort avant d'être innocentées, selon d'autres estimations. Cela représenterait, si ces estimations s'avèrent exactes, plus de 200 personnes innocentes exécutées aux États-Unis depuis 1973. En moyenne, cela fait 4 exécutions erronées par an. Et il semble que si vous êtes dans le domaine des exécutions, même une seule erreur est probablement déjà de trop. Même s'ils vous offrent un fabuleux dîner de steak la veille. Alors, qu'en pensez-vous ? Quel aspect de la vie dans le couloir de la mort vous a le plus étonné ? Dites-le nous en commentaire. Et profitez-en pour découvrir d'autres vidéos sur notre histoire insolite.